Bonjour, pour ce numéro spécial été, les coulisses de la gastronomie, je vous invite à retrouver une personnalité haut en couleur, Pierre-Emmanuel Tétinger. Pierre-Emmanuel Tétinger qui va nous recevoir dans sa propriété de la Marqueterie. A tout de suite. Et pourquoi est-ce que je vous ai emmené à Pierry? Il y a une raison particulière. Pierry, c'est un petit village de Champagne qui touche Épernay. Tout le monde connaît Épernay, Reims, Épernay, les deux grandes, on va dire, villes de la Champagne. Eh bien, Pierry touche Épernay et à Pierry, il y a 3 châteaux. Il y a 3 jolies petites propriétés comme ça. On disait autrefois, le peuple à Reims, la magistrature à Épernay et la cour à Pierry. La noblesse était ici, les grands noms de France étaient ici. C'est pour ça qu'on a de ce si jolis et si raffinés petits bâtiments comme ça, qui sont plus des hôtels particuliers que des châteaux. Et celui-ci donc s'appelle la Marqueterie, très joli nom, et appartient à la famille Tétinger depuis l'après-guerre. Donc avant de vous faire rencontrer Pierre-Emmanuel Tétinger et de visiter les caves Tétinger, je voulais vous faire admirer le paysage qui est absolument grandiose, magnifique. Regardez ce point de vue que l'on a depuis la Marqueterie, cette propriété de Pierre-Emmanuel Tétinger qui est absolument exceptionnelle. Et donc nous sommes sur les hauteurs de Pierry, c'est la seule propriété qui est vraiment sur les hauteurs de Pierry et qui a un charme extraordinaire. En vérité, mais Pierre-Emmanuel le racontera mieux que moi, son arrière-grand-père est venu ici pendant la guerre, a eu un coup de cœur véritable, il y avait l'état-major qui était ici, un coup de cœur véritable pour ce lieu et s'était promis d'y revenir après la guerre, ce qu'il a fait. Pierre-Emmanuel, bonjour, merci de nous recevoir. Pierre-Emmanuel Tétinger, je le rappelle, vous êtes président honoraire aujourd'hui maintenant des Champagnes Tétinger, puisque vous avez passé la main à votre fille. Absolument, c'est ma fille qui préside la maison de champagne familiale, entourée de mon fils Clovis, qui est directeur général en charge du commerce et du marketing, et d'un très brillant ingénieur, Damien Le Sieur, en charge des finances et de la production. Alors, vous n'avez pas que ce titre, bien sûr, Pierre-Emmanuel Tétinger, vous êtes président de la mission UNESCO Champagne, vous êtes président, alors ça c'est passionnant, des ateliers de vitraux Simon Marc, qui sont à Reims, qui datent de 1640, ces ateliers. C'est la plus ancienne entreprise de Champagne, c'est la plus ancienne entreprise de vitraux au monde. Cette entreprise, entre autres, qui a fait les vitraux de la cathédrale de Reims avec Marc Chagall. Vous avez été le premier à croire à la Grande-Bretagne pour créer des vins effervescents là-bas. Pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait une histoire d'amitié entre notre agent et nous. Deuxièmement, le marché anglais est le plus beau marché du champagne. J'avais envie de remercier les Anglais pour tout ce qu'ils ont fait depuis 300 ans pour la gloire du champagne, mais aussi du Bourgogne, du Bordeaux, du Cognac. Vous savez, les Anglais ont tout inventé, hein. C'est vrai que le climat se réchauffe et qu'aujourd'hui on peut planter en Angleterre avec des conditions bien sûr particulières sans risque majeur. Il y a aussi une autre raison, on s'est installé près de Canterbury, dans le Kent, dans le jardin de l'Angleterre, mais aussi un peu le jardin de l'Europe et le jardin du monde, car les Anglais savent protéger leur campagne bien mieux que nous tous, on pourrait en reparler longuement. Et donc, on est près de Canterbury, qui est jumelé avec Reims. Mon père a été longtemps député maire de Reims. Et voilà, moi, le hasard étant un geste discret de Dieu, comme disait Einstein, qui était pourtant très cartésien, il y a plein de signes qui ont fait que j'avais envie de faire de mener cette aventure. Et puis autre chose, mon oncle Claude Tétinger, qui était un très bon historien, entre autres, qui a été avant moi le président du Champagne Tétinger, avait écrit un livre très intéressant sur un personnage assez peu connu en France, mais qui a été un personnage très important du XVIIIe, qui s'appelait Charles de Saint-Évremont. Et Charles de Saint-Évremont a été un soldat, écrivain, qui a dû s'exiler en Angleterre au moment de l'affaire de Fouquet. Et en Angleterre, il s'est lié d'amitié avec celui qui est devenu Charles II d'Angleterre, qui était un épicurien, qui a eu beaucoup de femmes, qui a vécu vraiment comme un roi de France de l'époque. Et il a été tellement lié avec Charles II que Charles de Saint-Évremont est le seul Français enterré dans l'abbaye de Westminster au Carré des Poètes. Ah, c'est très donc joli. On a donné donc le nom d'Évremont à notre domaine.
Et Claude Tétinger a écrit un très joli livre sur Saint-Évremont qui s'appelle Saint-Évremont ou le bon usage des plaisirs. Il n'aurait jamais pensé que ça me servirait de base pour créer cette entité anglaise dont je suis très fier. Le champagne aujourd'hui, c'est 300 millions de bouteilles dans un marché mondial de vin effervescent de 5 milliards de bouteilles. Donc les équilibres ne changeront pas. Nous avons d'ailleurs nous-mêmes une winery en Californie. En Californie, bien sûr, que aussi. nous avons inaugurée en 1988 et j'étais à l'époque plus jeune. La famille Tétinger, sauf erreur de ma part, est à Mareuil, en Vendée. Pourquoi est-ce qu'elle fait l'acquisition de la marqueterie? Alors au tout départ, la famille n'est pas vendéenne, elle est charentaise. Mon grand-père est appelé un jour en Charente pour essayer de battre un candidat socialiste de l'époque extrêmement important. Il avait 20 ans, il était bonapartiste. Il est reçu par le président du conseil général de Charente à Saintes. Et lors du premier dîner le soir, où il vient se présenter, il a 20 ans. Il y a tous les enfants de ce Jules Guillet à table. Et là, il a un coup de foudre formidable pour celle qui allait devenir sa femme, Gabrielle Guillet. Et donc, il l'épouse. De cette femme, il a 5 enfants. Et puis après, cette femme meurt à la naissance du 5e enfant. Il se remarie, il a 3 autres enfants. Donc Pierre Tétinger a eu 8 enfants. Mais cette femme est la fille d'un très très grand négociant de cognac et à la tête d'une affaire qui à l'époque était aussi importante que Martel ou NSI, qui s'appelait Rouillet-Guillet. Et ils possédaient la moitié de la ville de Saintes. C'était une immense fortune qui a complètement chuté après la Première Guerre mondiale. Et c'est avec l'argent de sa femme, de Gabrielle, que Pierre fait ses premiers investissements et qu'il achète, entre autres, en 1932, le château de la Marqueterie, entouré de 16 hectares de vignes. À cette époque-là, quand il achète la Marqueterie, c'était la crise des années 30, c'est un de ses beaux-frères qui lui dit « Écoute, j'ai cette propriété avec 16 hectares de vignes, je m'en sors plus ». Pierre lui achète. Il l'a mis dans un coin de son patrimoine, mais lui faisait de la politique. Et c'est lors de la démobilisation de 40, quand il a perdu son premier fils, Michel, d'une façon héroïque, et que ses 2 autres enfants, ses 3 autres garçons ont été démobilisés, il a dit à un de ses fils, François Tétinger, écoute, une fois que l'armistice de 40 a été signé, va t'occuper de ce petit château et de ces vignes et vois ce qu'on peut en faire. Et François s'est révélé un génie des affaires, un génie du champagne. C'est François Tétinger, le frère aîné de mon père, qui a posé toutes les fondations de ce qui allait devenir un groupe familial formidable, français bien sûr, très investi sur le patrimoine, sur l'histoire. Et François se tue assez rapidement, à l'âge de 39 ans, dans un accident de voiture, mais c'est François Tétinger qui avait déjà posé le... Et qui avait vu, qui avait imaginé ce qui allait devenir notre groupe familial. François a vraiment appris le champagne à vélo, en faisant toutes ses premières vendanges, etc. Et finalement, en créant cette marque qui est devenue aujourd'hui la 5e ou 6e marque mondiale. Alors ce qui est très intéressant, c'est que par rapport aux grandes marques mondiales, vous avez comme particularité, c'est d'être propriétaire de la plupart de votre... Enfin... Oui, on est propriétaire de beaucoup de vignes. Pourquoi? Parce que mon grand-père, Pierre Tétinger, le père de mon grand-père avait connu des revers de fortune. Et mon grand-père, qui n'avait pas fait d'études, se disait qu'il fallait avoir du patrimoine. Il croyait à la pierre, il croyait à la terre. Et donc, très vite, il a dit à ses enfants, et François l'a compris dès le départ, qu'il fallait avoir de la vigne. À l'époque, les grandes maisons de champagne achetaient les raisins, s'occupaient des assemblages, de la marque, mais la vigne était laissée à nos amis vignerons. Très vite, on s'est rendu compte de l'importance de posséder de la vigne. Et aujourd'hui, Tétinger possède un des plus grands vignobles de Champagne, avec donc un auto-approvisionnement tout à fait remarquable, qui garantit d'année en année la consistance et la constance de nos vins. Je suis un président un peu atypique. Mon principal plaisir, c'était de régler la voilure humaine du projet. C'est-à-dire que les gens se sentent heureux dans l'entreprise. Fort heureusement, aujourd'hui, on ne va plus se battre ou mourir pour la France, pas le moins possible. Et je trouve que c'est dans l'entreprise qu'on doit mener une aventure humaine. Donc j'ai passé mon temps à m'entourer de gens plus intelligents que moi, ce qui n'est pas un réflexe naturel dans la vie, dans l'entreprise, où ça se fait, mais dans la politique, pas du tout, par exemple. Et j'ai fait en sorte que tous ces gens éclosent. Et surtout, j'ai voulu, quand j'ai pris la présidence, il y a 16 ans, j'ai voulu tout de suite me dire que je prendrais ma retraite à 65 ans et peut-être ne pas reproduire
l'erreur que mes aînés glorieux dans la famille ont fait de rester trop longtemps et ils ont vendu un groupe, probablement aussi parce que quand on est trop vieux, on voit moins clair, on ne fait plus confiance à l'avenir, on ne fait plus confiance à ses enfants, ses petits-enfants. Je ne voulais pas reproduire ce même type d'erreur. Et puis maintenant, je peux m'occuper d'autres choses passionnantes. Merci beaucoup Pierre-Emmanuel Tétinger et à très bientôt nous espérons, au moins à travers une bouteille. Alors maintenant je vous emmène dans le vignoble berceau du champagne. Nous sommes ici à Pierry. Pierry, eh bien figurez-vous que c'est là où est inventé le champagne. Nous avons des vignes d'exception puisqu'ici nous avons la petite propriété, la marqueterie de la famille de Pierre-Emmanuel Tétinger. Et ici, nous sommes dans les vignobles de Monsieur Mandois, champagne Henri Mandois, qui est un champagne depuis 1735, qui est resté dans la même famille. Et nous allons rencontrer Monsieur Mandois qui travaille en biodynamie, qui fait des produits de terroir d'exception. Claude Mandois, qui est une vieille famille, Pierritière. Les Pierritiers, c'est pas les Pierrotins, c'est les Pierritiers. Non, Pierritier. Depuis Alors nous, on est installé à Pierry en 1905 et on est viticulteur depuis 1735. Avant, on était à Épernay. On a fait un grand chemin, on a fait 1 kilomètre pour venir d'Épernay à Pierry. Oui. À pied quand même, oui. Je ne sais pas, ou à cheval. Et alors, ce que moi j'apprécie beaucoup, c'est que vous êtes récoltant manipulateur. Ce sont vos vignes. Oui. Et vous avez quand même un grand domaine. Oui, on dispose actuellement d'un domaine de 37 hectares. Que vous travaillez d'ailleurs en biodynamie? Oui, on a 32 hectares qui sont en biodynamie parce qu'on en a 3-4 hectares qui sont assez loin d'ici, à 150 km, et dont je ne peux pas maîtriser l'application des traitements. Mais déjà 32 hectares répartis sur 8 villages différents, c'est déjà quelque chose. Pour l'écoulement, le ruissellement de l'eau, c'est remarquable. On a la chance à Pierry d'avoir une multitude de vignerons, donc beaucoup de petites parcelles, ce qui fait qu'à chaque parcelle, ça fait un arrêt d'eau. Ça veut dire que quand on a l'orage, ça limite quand même tout ce qui est ravinement. Ici, on dispose d'un clos qui fait 1,5 hectare, qui est planté en pinot meunier, qui est le cépage originel de Pierry, et avec lequel on fait une cuvée uniquement de cette parcelle. 50 à 60% l'exportation et 40% en France, avec plutôt une clientèle particulière ou des marchands de vin qui sont situés plutôt en province. On va découvrir votre cave? D'accord. Eh bien alors. Toutes les caves où on va, ça appartenait aussi certainement au château à l'époque. D'accord. Donc on a les caves qui vont quasiment sous l'église. Vous allez être surpris parce que dans la visite, il y a plusieurs styles. Il y a donc le style qui date du XVIIIe siècle, et puis ensuite le style de mon grand-père, le style de mon père. C'est amusant, c'est ça qui est intéressant. Chaque personne a construit son... a ajouté sa propre patte. Regardez les belles caves que c'est. C'est magnifique. C'est de la craie un peu tufeuse. Ils étaient obligés de voûter. Donc tout est voûté en pierre meulière. C'est super beau. Oh, je ne m'attendais pas à une aussi belle cave. Ici, ça, c'est des tonneaux où je garde le vin pour faire des vieux vins et qui vont me servir à me faire la liqueur d'expédition. Et alors, du coup, c'est vous qui élaborez vous-même? Oui. Bravo. Quand je vous dis que j'aime plutôt les vins plutôt aériens, ou alors j'aime par exemple le très peu dosé. Oui. Je trouve que ça va très bien avec la gastronomie. Oui, absolument. Les vins qui sont un petit peu salins, je trouve que ça fait exploser les plats. C'est formidable. Il faut que ce soit bien fait parce qu'il faut que le vin ait une certaine structure. Pour ne pas avoir de dosage, il faut que le vin ait lui-même une structure. Alors là, vous voyez, ça c'est une partie des bouteilles spéciales qui sont remuées à la main. Oh là 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 là. Et puis, mais quand même, la grosse partie maintenant est remuée sur des appareils automatiques. Oui, non, évidemment. Enfin bon, c'est agréable de voir encore... Ah, je vous dis, c'est magnifique. Et là, on a la vinothèque. Donc, on a des vins qui remontent depuis 1953. Ah, c'est génial. 1900... Les petites chopines de 1953. Excellent. Mais alors, le problème, c'est que très honnêtement, au niveau gustatif... ça dépend des années. Déjà, on a un double phénomène. Pour les vins qui sont bouchés, on a quand même le côté aléatoire du bouchon qui, oui ou non, a-t-il conservé son côté hermétique. Donc souvent, on a perdu un peu de gaz. Mais on a perdu un peu de gaz, mais on peut garder une bonne texture du vin. C'est-à-dire que la mousse est très légère, mais le vin reste bon. Alors ça, c'est valable pour le 53. Ensuite, une fois qu'on a passé, à partir de 1960, une fois qu'on est passé à la capsule, là, pendant 10 ans, on a 10 ans de flottement, parce qu'on ne maîtrisait pas forcément très bien la capsule de surbouchage. Si vous voulez, la micro-oxygénation ou l'oxygénation qui se passait, l'échange avec l'extérieur n'était pas forcément bien maîtrisé. Donc là, on a gardé des vins, mais qui sont un petit peu plus... c'est plus délicat à déguster. Et puis après, à partir de 70, là, ils maîtrisaient. Et là, à partir de là, on a des vins où on peut... Bon, ça, c'est une très très bonne année. 66, je me doute. Alors ça, c'est le sein du sein, c'est vachement chouette, très Donc voilà, très on garde tous nos vieux millésimes. Après, depuis 90, je suis plus assidu.
on passe sous la cave des vieilles bouteilles, et là on se retrouve sous la sacristie. D'accord, oh, c'est drôle. À Pierry a vécu un moine ou un frère qui s'appelait Frère Houdard. Oui, absolument. Le frère Houdard qui, a priori, on dit que ce serait lui l'inventeur du champagne pour son supérieur dans Pérignan. Alors, entre lui et les Anglais, je ne vais pas vous dire. Mais toujours est-il que Frère Houdard il a participé à l'élaboration, à la découverte du champagne avec Dom Pérignon et qu'il travaillait sur Pierry. Et donc on suppose, comme il est enterré dans l'église, et pour un frère il est enterré dans l'église, et pour un frère convert, paraît-il que c'était très très rare. Normalement, un frère ne se faisait pas enterrer dans l'église. Donc il a participé activement à la découverte, qui s'est, à mon effet, pas fait tout d'un coup. Non, tout ça, c'est une suite d'expériences qui ont fait que le champagne est ce qu'il est. Et on a mis son temps à peu près à maîtriser en plus les choses. De toute façon, le vin de champagne, quand on le boit en nature, pour ma part, il lui manque toujours un peu quelque chose. Le vin de champagne, il est fait pour mousser. Et dès qu'il mousse, il devient noble. Et c'est pour ça que les meilleurs vins effervescents, ils sont en champagne. C'est que la bulle, elle est faite pour le champagne. C'est le côté septentrional, le sous-sol, etc. C'est la réunion de tous ces critères qui fait que le vin effervescent réussit à merveille en champagne. Ouais, joliment dit. On n'est pas chauvin, mais presque. Alors, ça veut dire que Frère Houdard, finalement, il avait ses vignes ici ? Bien sûr, c'est marrant, il y a plusieurs échanges épistolaires, je crois qu'on appelle ça, comme ça, et sur lequel Frère Houdard vendait du vin au comte d'Artagnan. Ah, c'est rigolo ça, oui, c'est très amusant. Marrant. Donc, Frère Houdard qui travaillait pour Dom Pérignon. Il travaillait, ici c'était la paroisse, et Auvillers était l'abbaye. Donc il y avait certainement un lien hiérarchique entre la paroisse de Pierry, forcément. Bien sûr. Et Frère Houdard était un peu la cheville ouvrière de l'affaire. D'accord. On est dans le berceau historique du champagne. Le champagne, ça a été au départ quelque chose d'artisanal, où après, quand même, la main de l'homme est venue, vous savez, récoltant, manipulant, ça veut dire quelque chose, manipulant. Tout à fait. Ça veut dire que manipuler, ça veut dire que les bouteilles sont touchées beaucoup de fois. Manipulant, c'est main. D'accord. Et donc, une bouteille de champagne, elle est peut-être touchée 40 fois, d'où le nom de manipulant. Et donc ici, une fois qu'on a voulu remplacer la main de l'homme, on a utilisé des palettes pour reconstituer avec des palettes ce qu'on faisait avec une bouteille. Quand je vous dis manipulant, ça veut dire que nous, on garde des bouteilles de champagne ou sur latte. Ce qui veut dire sur latte, ça veut dire qu'anciennement, elles étaient posées à plat sur des lattes pour la prise de mousse. Ou sur pointe, ça veut dire la tête en bas, en attente de dégorgement, après remuage. Ou alors, on appelle bouchée muselée, où là, elles sont prêtes à être habillées et en stock pour 3 mois avant d'être vendues. Ça demande une place énorme. Je vous dis, ici, on a dans nos caves actuellement 2,5 millions de bouteilles. Oups, c'est impressionnant quand même. Je ne m'attendais pas à toute cette longueur de cave. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on voit justement le système de remuage automatique. On travaille par 8e, comme ça. C'est même joli à voir. Une fois comme ça, 2 fois comme ça. Et puis une fois qu'on a rassemblé le dépôt dans le corps de la bouteille, on commence à incliner. Au départ, on ne fait que de le rassembler. C'est toute une technique. C'est amusant, c'est la première fois que je vois les machines comme ça et bien disposées, joliment disposées. Donc on a une partie des vins également qu'on conserve en tonneau. Ça, c'est pour amener au vin. On aime, si vous voulez, quand on crée les assemblages, il faut multiples arômes. D'accord. Donc à la fois, on peut aussi bien aller chercher des vins de réserve sous bois, on peut aller chercher des jeunes chardonnays, on peut aller chercher des vins de réserve qu'on a gardés 4 ans sous inox, on peut aller chercher des vins de... L'assemblage, c'est quelque chose qu'on va pratiquer par petites touches. Ça, c'était les cuves de mon grand-père. Voilà, bien sûr. Les cuves de mon grand-père qu'il a acquis en venant de la guerre, 1947-1948. Ils avaient ce qu'ils appellent à l'époque des bons matières, où ils avaient le droit à acheter de la ferraille. Donc quand il a pu se débarrasser des tonneaux, il a acheté des cuves émail, parce qu'il avait la qualité. Ensuite, papa a racheté des cuves de plus gros volume, parce que la maison prenait un peu d'ampleur, toujours dans l'émail. Moi, après, j'ai fait la cuverie en inox, tout impeccable. Après, je suis en train de revenir sur des foudres et sur des volumes de 40 hectos. Donc notre idée est plutôt de faire je ne vais pas dire de la micro-vinification, parce que je trouve que le champagne, ça ne s'accommode pas avec de la micro-vinification, mais le but est de vinifier dans des cuves de 40 hectolitres. La recherche du terroir, elle est de plus en plus intéressante. Avant, vous savez, quand vous faisiez du vin d'un village, on disait, c'est un monocru, c'est pas terrible. La qualité de l'assemblage. Alors que maintenant, on s'aperçoit que sur un même cru, aussi parce qu'on a des maturités qui sont, vous savez, avec le réchauffement climatique, on arrive à avoir des vins qui ont plus de volume. Donc on a vraiment un intérêt à faire justement ces micro-vinifications, ou ces vinifications autour de cuves de 40 hectolitres. Et qui respirent à travers la pierre, à travers le bois ou à travers l'émail.
J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois à Paris, en plein centre de notre belle capitale, sur l'île Saint-Louis, pour rencontrer Bertillon. Forcément, l'été qui dit été dit glace et sorbet. Et les meilleurs sont chez Bertillon. À très bientôt.